Il est 6h45, un samedi matin. La maison est encore dans le noir. Un homme de 47 ans traverse la cuisine sans allumer le plafonnier, verse du café dans le même mug taché qu'il utilise depuis 10 ans, puis passe la porte qui relie la maison au garage. Il la referme derrière lui d'un petit clic discret, plus délibéré que nécessaire. Dans le garage, ça sent la sciure, le VPD 40 et le béton froid. Il allume la réglette et l'établi apparaît dans une lumière jaune pâle. Une planche à découper inachevée et serrée dans un étau. Il reste devant un long moment, sans la toucher, juste à la regarder. Le café fume, le quartier est silencieux. Quelque part dans la maison, derrière lui, sa femme et ses 2 enfants se réveilleront dans 1 heure et rempliront chaque pièce de bruit, de demandes, de ce chaos bien à lui des week-ends en famille. Il le sait, il ne se cache pas, mais il est ici avant tout ça. Et quelque chose, dans la façon dont ses épaules s'abaissent de 5 cm dès que la porte du garage se ferme, vous dit que ce qui se joue dans cette pièce n'a rien d'optionnel. Ce n'est pas de l'évitement, ni de la paresse, ni un problème de couple déguisé en atelier. Il se passe dessous quelque chose de bien plus précis, et ça a moins à voir avec la famille laissée de l'autre côté de la porte qu'avec le système nerveux qu'il a amené avec lui. Mihaly Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier les conditions dans lesquelles l'être humain atteint son plus haut degré d'engagement, un état qu'il appelait le flow. Les conditions sont précises, une tâche assez ajustée au niveau de compétence pour exiger une attention totale, des objectifs clairs, un retour immédiat et le sentiment d'avoir prise sur le résultat. La semaine de travail moderne est presque parfaitement conçue pour empêcher chacune de ces conditions. Des réunions sans issue, des mails sans réponse claire, des documents collaboratifs où 17 personnes retouchent une phrase et où personne ne porte le résultat. Le garage inverse toutes les données, une personne, une tâche, une seule paire de mains. Le ciseau coupe ou non, l'assemblage tient ou non. Le retour est immédiat, physique, impossible à contester. L'homme qui disparaît le samedi matin ne fuit pas sa famille. Il cherche le seul endroit de sa vie où le lien entre effort et résultat reste direct. Les recherches de la docteure Kelly Lambert sur le circuit de récompense lié à l'effort donnent une base neurologique à ce que l'homme du garage sait déjà dans son corps. Le circuit est simple et ancien. Un mouvement physique de la main, appliqué à un problème concret, déclenche la libération de sérotonine et de dopamine par une voie qui contourne entièrement le cortex préfrontal analytique, celui qui rumine. Cette voie se moque des promotions, elle se moque de la boîte mail vidée. Ce qui compte pour elle, c'est une résistance rencontrée par l'effort. Du bois, entamé par une lame, une planche mise à dimension au rabot. Le cerveau récompense le corps non pas pour avoir pensé au travail, mais pour l'avoir fait. Un homme qui passe 40 heures par semaine dans un labeur cognitif, à gérer des personnes, des process, l'architecture invisible des organisations modernes, arrive au samedi avec un déficit neurochimique qu'il ne sait pas nommer. Il n'est pas fatigué au sens où le repos suffit. Il est vidé au sens où seul le fait de fabriquer avec ses mains peut le restaurer. Il existe, dans la littérature sur la psychologie masculine, un terme qui éclaire la porte entre la maison et le garage, la régulation émotionnelle orientée vers l'action. Le Centre for Male Psychology a documenté ce que les cliniciens observent depuis des décennies. Les hommes, dans l'ensemble, ont tendance à traiter la matière émotionnelle par l'activité motrice plutôt que par la mise en mots. Les régions du cerveau qui s'activent chez eux pendant le traitement émotionnel recoupent largement les circuits de planification motrice. Le chagrin devient le rangement d'une caisse à outils. L'anxiété devient l'affûtage de tous les ciseaux du tiroir. La tension conjugale devient l'acharnement à surfacer une planche qu'il était déjà. Cet homme n'a pas choisi ce mode de traitement. Sa socialisation l'a choisi pour lui, il y a des décennies. Dans l'enfance, quand il a appris que la tristesse n'était pas quelque chose qu'on disait, c'était quelque chose qu'on ponçait. Un concept du Center for Male Psychology pousse encore l'image. Les chercheurs l'appellent la théorie de la toile symbolique. L'idée que les hommes utilisent souvent des activités physiques comme surface de projection pour une matière émotionnelle qu'ils ne peuvent pas aborder de front. La planche à découper inachevée dans l'étau n'est pas seulement une planche à découper. C'est un contenant symbolique pour le rapport de cet homme à l'achèvement, à la patience, à sa capacité à façonner quelque chose par une attention soutenue. Le fil du bois qui s'arrache quand le rabot va à contresens n'est pas qu'un problème de menuiserie. C'est une répétition miniature de chaque situation où l'effort rencontre une résistance et où il faut décider, forcer, changer d'angle ou recommencer. Le garage n'est pas une fuite hors de la vie émotionnelle. C'est une scène où cette vie se joue dans une langue qui n'exige pas d'être nommée. Le garage lui-même porte un poids historique. Les chercheurs qui étudient l'architecture domestique ont relevé un schéma constant dans les pavillons de banlieue d'après-guerre. Le garage est passé d'espace de stockage pour automobiles au dernier territoire masculin incontesté du foyer.
Le salon reflète un goût partagé. La cuisine est commune. La chambre se négocie. Le garage est souverain, non par décret, mais par héritage culturel. Les outils au mur, la tâche sur le béton, la radio calée sur une station que personne d'autre dans la famille ne choisirait. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des marqueurs d'identité. L'homme n'a pas revendiqué le garage. La culture le lui a remis comme la dernière pièce où il n'est ni mari, ni père, ni salarié, ni rôle social. Juste une personne avec des mains et un problème à résoudre. À Columbus, dans l'Ohio, il y a un ingénieur logiciel qui s'appelle Dennis. Il a 44 ans. Il dirige une équipe de 12 développeurs. Ses journées s'enchaînent entre points d'équipe, revues de sprint, entretiens individuels, messages Slack qui tombent par rafale comme de petites urgences. Sa femme, Megan, enseigne en CM1. Leurs 2 fils ont 11 et 8 ans, tous les deux en foot de compétition, tous les deux à cet âge où chaque week-end finit en tournoi. Dennis aime sa famille. Il le dit sans hésiter et il le pense entièrement. Mais chaque samedi matin, avant le premier match, avant que Megan commence à rassembler crampons et gourdes, Dennis est dans le garage. Ça fait 5 mois qu'il construit un établi. Il est surdimensionné à un point presque architectural. Des assemblages à queue d'aronde là où de simples vis biaises auraient suffi. Un plateau en érable raboté à la main, alors qu'une raboteuse était à 2 mètres. Un jour, Megan lui a demandé pourquoi cet établi prenait autant de temps. Il a répondu qu'il voulait bien faire. Ce qu'il n'a pas dit, faute de mots, c'est que c'était le seul projet de sa vie dont il maîtrisait l'échéance. Les deadlines de sprint étaient fixés par les chefs de produits. Le calendrier du foot par les responsables de ligue. Le dîner suivait le rythme de la maison. L'établi, c'était le sien. Son rythme, c'était le sien. Son niveau d'exigence aussi. Et chaque samedi matin, dans les 45 minutes avant le réveil de la maison, il se tenait devant lui avec un café et un rabot à main, et sentait revenir dans sa poitrine quelque chose que la semaine avait emporté. Pas du bonheur, pas de la détente, plutôt une forme de cohérence. La sensation que les parts de lui-même dispersées entre boîtes mail, salles de réunion et trajets de covoiturage revenaient, pendant 45 minutes, se rassembler au même endroit. Megan a remarqué le schéma. Elle a cessé de poser des questions sur l'établi. Elle a commencé à préparer le café la veille pour que la cafetière soit chaude quand il se levait. Elle n'a jamais dit pourquoi. Lui n'a jamais demandé. Dennis ne connaît pas le nom de ce qui lui arrive dans le garage. Il n'appellerait pas ça une thérapie, ni une méditation. Si on insistait, il parlerait peut-être d'un moment à l'atelier, avec le vocabulaire tribal des menuisiers, qui comprennent cette expression comme une assemblée comprend le mot « office ». Le temps d'atelier est un temps sacré. Il ne se mesure pas à l'horloge, il se mesure au basculement intérieur qu'il produit, à l'instant où les fragments épars de l'attention d'un homme se rassemblent en un point unique, et où le monde se réduit à la largeur d'une planche et à la profondeur d'une coupe. Chaque homme qui disparaît dans son garage un samedi matin accomplit ce rituel de recentrage, et chaque famille qui le regarde partir vit avec quelqu'un qui revient du garage légèrement différent de celui qui est parti. Pas meilleur de façon spectaculaire. Pas réparé, recalé. Comme une scie qui coupe plus droit après réglage des dents, comme un rabot qui tranche plus net après affûtage de la lame. La disparition, c'est l'affûtage. Le retour, c'est la coupe. Ce que la plupart des gens voient quand un homme disparaît dans son garage tous les week-ends, c'est une absence. Il n'est pas au brunch, il n'est pas au marché de producteurs, il n'est pas sur le canapé à prendre part au samedi familial. En réalité, c'est l'inverse de l'absence. C'est la forme de présence la plus concentrée que sa psychologie lui permette. L'état de flow décrit par Csikszentmihalyi n'est pas une distraction. C'est la forme d'attention la plus profonde qu'un cerveau puisse produire. Le circuit de récompense lié à l'effort que Lambert a cartographié n'est pas une fuite. C'est la restauration neurologique d'un système épuisé par l'abstraction. L'homme dans le garage ne se cache pas de sa vie. Il reconstitue la version de lui-même dont sa vie a besoin. L'homme qui revient du garage à 8h30, de la sure sur les avant-bras, le mug vide, n'est pas le même que celui qui est sorti à 6h45. Il est restauré. Et tout le monde dans la maison profite de cette restauration, même si personne ne saurait dire ce qui a changé. Si vous avez déjà refermé une porte de garage derrière vous en sentant quelque chose se relâcher dans votre corps, sans même savoir que vous le reteniez, la question n'est pas de savoir pourquoi vous continuez d'y retourner. La question, c'est ce que ça signifie que la seule pièce de votre vie, où vous vous sentez entièrement vous-même, soit une boîte en béton avec une lampe d'atelier et un étau. Et si les gens de l'autre côté de cette porte comprennent que, à chaque fois que vous revenez, vous leur rapportez la meilleure version de ce qu'il vous reste à donner.